Good morning. Alors, bonjour et bienvenue donc au webinaire sur le laboratoire White Shell. On va donner quelques instants pour que les gens puissent se connecter. Ensuite, on va commencer. Alrighty. Alors, très bien. Alors, bienvenue à notre webinaire sur le projet de fermeture des laboratoires White Shell. Aujourd'hui, on va vous donner un aperçu du programme de protection environnementale au laboratoire White Shell. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le fait que les laboratoires White Shell se trouvent sur le territoire issu du traité 1 et traité 3 et sur le territoire traditionnel des Déné, Cree et également le patrimoine du peuple métis. Je m'appelle Mitch McKay, je suis gestionnaire des relations auprès des parties prenantes. Je suis accompagné de plusieurs collègues du laboratoire White Shell. Je vais les présenter dans quelques instants, mais tout d'abord, je vais vous présenter l'aspect logistique du webinaire d'aujourd'hui. Alors, merci d'être des nôtres. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure et va inclure 10 à 15 minutes à la fin pour une période de questions-réponses. Cette période de questions-réponses doit porter sur le contenu de la présentation, donc sur le programme de protection environnementale au laboratoire White Shell. Si vous avez d'autres questions, il nous ferait plaisir de vous répondre, mais pas pendant le webinaire d'aujourd'hui. On va prendre note de vos questions et on va vous envoyer une réponse un peu plus tard. Alors, si vous avez donc des questions qui vous viennent à l'esprit après la présentation, si vous avez une question plutôt générale ou vous voulez un complément d'information, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante. irmstakeholders.cnl.ca. Ce webinaire est disponible en anglais et en français. Vous avez accès à l'interprétation en cliquant sur l'icône qui ressemble un petit peu à un globe en bas à droite et la rubrique est donc interprétation. Cliquez sur le globe et vous allez donc pouvoir entendre l'interprétation en français ou la version originale en anglais. Alors, il y a un petit décalage avec l'interprétation néanmoins. Alors, en bas également, vous allez voir donc qu'il y a un bouton questions-réponses, Q et A. Alors, les lettres Q et A. Alors, ça, c'est à gauche en bas et c'est là où vous allez pouvoir taper vos questions pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, vous allez donc taper vos questions et on va donc répondre à vos questions vers la fin du webinaire. Ce webinaire est enregistré et sera affiché sur notre canal YouTube d'ici quelques jours en français et en anglais. De cette façon, vous allez pouvoir visionner le webinaire ou même le partager avec les autres. Donc, ça sera donc affiché d'ici quelques jours sur YouTube. Alors, très bien. Alors maintenant, je vais céder la parole à Leslie Wilson qui va se présenter et présenter ses collègues également. Alors, bonjour à vous, Leslie. Merci, Mitch. Bonjour, je m'appelle Leslie Wilson. Moi, je suis spécialiste environnemental au laboratoire White Shell. Moi, je travaille dans le domaine de la gestion des systèmes de gestion. Je travaille également sur la surveillance de la biodiversité. Alors, je suis accompagné de Ryan Belinsky,
qui est notre gestionnaire de programme de protection de l'environnement. Il va vous présenter finalement toutes les activités de surveillance que nous effectuons au laboratoire White Shell pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait ici en matière de protection de l'environnemental. Je vais donc éteindre ma caméra pour projeter ma présentation tout d'abord. Alors, soyez patients, ça s'en vient. Alors, Mitch, un petit test rapidement. Est-ce que vous voyez donc mon exposé PowerPoint? Oui, dit Mitch. Parfait, dit Leslie. Il y a... Alors, finalement, le QA était ouvert, mais c'est le mien, finalement. Ça va. Tout va bien. Merci beaucoup. Très bien, dit Leslie. Alors, tout d'abord, si vous ne connaissez pas le site, j'aimerais vous dire qu'on est situé environ 100 km au nord-est de Winnipeg, dans la province du Manitoba. On n'est pas loin de la ville de Pinawa, sur la route 111. Vous voyez que c'est indiqué par le biais d'une étoile sur votre écran, sur la carte. Alors, peut-être vous ne savez pas non plus, mais notre site se trouve sur une superficie totale de 4 375 hectares. Alors, vous voyez donc les frontières de notre site en rose. Comme Mitch vient de dire, on est sur le territoire du traité 3. Alors, on est également sur le territoire du traité 1. On se trouve également sur le territoire traditionnel du peuple métis également. Alors, les localités avoisinantes, Lac du Bonnet, qui est la ville la plus importante, Seven Sisters et Pinawa, qui sont en amont du site. La rivière Winnipeg forme la limite ouest du site principal des laboratoires White Shell. Le site est situé dans l'écozone du bouclier boréal ou dans l'écorégion du lac des Bois. Alors, le site est principalement recouvert d'arbres. Il y a des petites parties finalement de notre site où on ne trouve pas beaucoup d'arbres, mais généralement, 83% de notre superficie totale est recouverte d'arbres. Et 52% de notre site est composé de tourbières de marécages. Donc, il faut éviter ces zones parce qu'on veut les protéger. Alors, très rapidement, une historique, Alors, les laboratoires ont été exploités en 1961, 1997 et servi finalement d'installation de recherche et d'essai. Toute la recherche qui a été effectuée finalement portée sur les améliorations des réacteurs, amélioration finalement des techniques de gestion des déchets. On a également travaillé sur certaines applications industrielles pour les technologies de protection nucléaire. Mais on a décidé finalement qu'on allait arrêter la recherche et qu'on déclasserait le site. Alors aujourd'hui, nous sommes régis par le rapport d'études globale qui est en fait un plan finalement qui a été approuvé par le fédéral pour déclasser entièrement le site. Et notre programme de protection de l'environnement est un des programmes de protection qui sont en vigueur. Donc, comme Ryan va vous dire, nous faisons beaucoup de surveillance sur les lieux.
Nous sommes donc un site régi par l'ISO 14001. Nous partageons cet enregistrement avec les laboratoires de Chalk River et l'ISO 14001 n'est pas compris de beaucoup de gens. On a l'impression que c'est une norme, mais c'est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale. Et notre programme de protection environnementale est basé sur cette norme ISO 14001. Alors, ça couvre donc le fonctionnement des installations nucléaires et non nucléaires, la démolition et les projets de déclassement, également des activités de gestion des déchets. Il y a surveillance continue pour faire en sorte qu'on respecte l'ISO 14000. L'objectif global est l'amélioration continue du programme. Et c'est ça qu'on vise. On vise d'améliorer continuellement nos programmes de protection environnementale. Je voulais également vous dire ceci avant de céder la parole à Ryan. Dans le cadre de la norme ISO 14001, nous avons donc l'aspect de la durabilité. C'est de plus en plus important pour les installations, les entreprises comme la nôtre. Nous avons lancé un comité de leadership durable. Il y a des gens de White Shell qui participent. C'est finalement une initiative de par notre installation. Et à gauche, vous voyez donc les questions à l'étude. Une chose qu'on fait pour veiller à la durabilité, c'est d'établir les objectifs environnementaux durables. Quelques exemples des activités sur les lieux. Les campagnes de réduction de consommation d'énergie. On a mené à bien également un projet de réduction finalement de la consommation énergétique par les bureaux. Cette année, nous avons donc finalement appuyé une campagne de plantation d'arbres. Nous avons également mené à bien un projet sur les hirondelles. Il y a un autre aspect qui est relativement nouveau, c'est le Global Reporting Initiative, l'initiative de signalement global. Donc, on fait rapport sur la consommation d'énergie, d'eau et également sur les émissions. Je vais céder la parole à Ryan Belinsky, qui est notre gestionnaire de protection environnementale, qui va vous présenter nos programmes de surveillance. Merci, Leslie. Tout d'abord, je vais vous parler de notre programme de protection environnementale qui est en vigueur. Nous avons donc un programme qui a trois composantes. Nous avons un programme de surveillance environnementale des eaux souterraines et des eaux terrestres également. Et quand je dis qu'il y a un programme à intégrer, ça veut dire finalement que quand on remarque finalement une incidence sur un de ces domaines, on voit que ça va avoir une incidence sur les deux autres composantes. Si on voit qu'il y a une augmentation de contaminants qui sont déversés dans la rivière de Winnipeg, par exemple, on va surveiller pour voir si on détecte les contaminants dans le cadre de notre programme de surveillance environnementale et on veut savoir si on détecte leur présence dans les cultures le long de la rivière Winnipeg ou dans les poissons qui sont pêchés dans la rivière Winnipeg. Pour vous donner une idée finalement de l'incidence, une incidence sur
le tout. Alors, maintenant, passons donc au programme de vérification des fluents. Alors, ce programme est basé sur la norme CSA en, CSA N 288.5. Alors, si on regarde la prochaine diapositive, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va voir donc les sources majeures finalement d'émissions d'effluents en liquide. Les deux sources les plus importantes sont en bleu. Ici, donc, notre système de Lagan qui finalement qui accueille tous les déchets domestiques, de même que les effluents produits de d'autres manières. Alors, l'objectif principal du bassin, c'est de donner la possibilité finalement aux contaminants de se décomposer par le biais des processus biologiques avant de les déverser dans la rivière Winnipeg. L'autre source importante d'effluents sur notre site qui est déversée directement dans la rivière Winnipeg, c'est notre station finalement de surveillance où on réunit tous les eaux de ruissellement du campus principal et ça nous donne une possibilité de surveiller les contaminants avant de les déverser dans la rivière. Vous avez remarqué ici qu'il y a les deux cases en jaune, donc le bâtiment 100 et 300. Là, ça, c'est des lieux de surveillance en amont. Là, il s'agit de surveiller donc les eaux qui proviennent du bâtiment du réacteur et du centre de décontamination. Ça, sur le bâtiment 300. Chacun de ces bâtiments, donc, a un système de traitement de effluents de faible radioactivité. Donc, on réunit tous les eaux, finalement, les déchets produits par l'installation et on traite donc ces eaux, et on traite les eaux de ruissellement. On les traite avant de les déverser dans la rivière Winnipeg. Mais si l'eau, finalement, ne respecte pas les normes appropriées, avant de les déverser. Si ce n'est pas possible, finalement, on va finalement traiter ces eaux d'une façon différente. Alors, quels sont les paramètres que nous surveillons? Alors, commençons avec les paramètres radiologiques. On veut détecter finalement l'activité bêta et gamma. Ça nous donne une bonne idée finalement de la radioactivité qui est générée par notre site. De là, on essaie d'identifier donc les isotopes radioactifs en question. Alors, si on n'arrive pas à expliquer finalement la radioactivité, eh bien, on va soumettre les échantillons pour une analyse, normalement, pour détecter le strontium et le tritium et le césium. Alors, les sources principales, finalement, de radioactivité sont le strontium, le tritium et le césium également. Ou sinon, l'uranium naturel, mais également le americium 241. Maintenant, passons donc aux paramètres non radiologiques qui sont surveillés. Alors, tout d'abord, la conductivité, le niveau pH, mais ensuite, nous devons
évaluer les solides en suspension, le contenu en huile ou en graisse, la présence de phosphore et des matières phénoliques. Alors, il y a également donc une surveillance pour les coliformes fécaux et le chlore résiduel total également qui sont évalués. Alors, prochaine diapositive maintenant. Ici, on voit donc la limite finalement qui est en rouge et en bas finalement du graphique. On voit donc les émissions en liquide du point de vue radioactif que nous émettons dans l'environnement. Donc, vous voyez finalement qu'on est à un niveau inférieur que la limite permise par la loi, même pas à 1% de la limite autorisée finalement. Ici, on vous présente les améliorations que nous avons apportées au système de traitement des effluents liquides. On a modifié finalement les produits chimiques qu'on utilise. On utilise maintenant les détergents libres de phosphate. On essaie d'utiliser également des produits libres de chlore et ça va finalement améliorer la qualité des effluents qui sont émis et ça va nous permettre de respecter finalement les critères. Nous avons également détourné finalement les effluents vers le lagon, le bassin. Autrefois, il y avait donc une conduite finalement qui allait directement au site de surveillance. Maintenant, on a détourné réacheminer finalement les déchets vers le lagon et ça a permis d'améliorer la qualité finalement des eaux. Alors, en 2021, nous avons fait une étude finalement, une étude de déversement liquide. On a évalué finalement toutes les installations qui déversaient directement dans la rivière Winnipeg et on est en train de mettre en vigueur les recommandations découlant de cette étude. Là, on voit donc une visualisation de notre objectif en vertu de l'ISO 14001, c'est-à-dire d'améliorer constamment la protection environnementale. Passons maintenant aux émissions aériennes. Vous allez remarquer dans la prochaine diapositive qu'il y a 3 bâtiments. J'ai déjà parlé du bâtiment 100 où il y a le réacteur WR1 et B300. Donc, l'autre bâtiment qu'on surveillait était le bâtiment 200. C'était anciennement le centre de traitement actif des liquides. Dans le cadre de déclassement, nous n'avons plus un système centralisé. Nous avons installé des systèmes qui se trouvent dans les bâtiments 100 et 300 pour permettre le déclassement. Pour le bâtiment 200, eh bien, on prépare le bâtiment à être déclassé depuis à peu près 2 ans maintenant. Et finalement, le bâtiment a été démoli cette année-ci. Alors, pour ce qui est des paramètres étudiés dans le cadre de l'effluent atmosphérique, alors tout d'abord, la radioactivité gamma ou bêta et on identifie les isotopes radioactifs responsables de l'activité gamma et bêta. Du point de vue non radiologique, alors quand on fait la démolition des bâtiments, par exemple, on surveille finalement les particules de poussière de moins de 2 microns. Alors,
Notre site surveille la quantité de gaz à effet de serre et d'autres éléments de pollution, l'oxyde nitrique et les sulfates qui sont émises dans l'air. Alors là, on fait plutôt un calcul. On prend donc le carburant diesel qui est consommé sur les lieux et on fait le calcul des gaz à effet de serre qui sont déchargés finalement ou déversés dans l'air. Voici donc une autre graphique qui vous présente les émissions dans l'air par rapport finalement à la limite. Vous allez voir que pour les effluents en liquide, on est bien inférieur, un niveau inférieur finalement à la limite permise. Alors ici, on voit la réduction des émissions de gaz à effet de serre au laboratoire White Shell en 2019, par exemple, on on émettait beaucoup plus de gaz à effet de serre. Pourquoi? Eh bien, parce que nos sites a été chauffés à même donc le fuel numéro 2 d'une centrale centralisée. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous sommes passés donc à un système individuel pour chaque bâtiment au lieu d'avoir un système centralisé. Et pour ce faire, nous avons installé donc des chaudières électriques dans plusieurs des bâtiments et ça nous a permis de déclasser les bâtiments un à un au lieu de devoir finalement tout faire en même temps. Et là, vous voyez donc la transition du fuel numéro 2, donc un système de chauffage électrique pour les bâtiments qui restent. Maintenant, j'aimerais vous parler donc de la partie surveillance environnementale. Alors, on prend les données du programme de surveillance et donc on fait le calcul selon la dose normale à laquelle une personne serait exposée. Alors ici, vous allez voir donc finalement la portée de notre programme. Nous avons des lieux de surveillance du barrage à la ville de Pinawa. La ville de Pinawa est en amont, c'est un lieu de surveillance également. Et vous voyez donc à droite de cette diapositive les échantillons que nous prélevons et que nous évaluons pour ce qui est de leur radioactivité. Dans les deux prochaines diapositives, on vous présente les composantes environnementales et les lieux d'échantillonnage et on vous présente les paramètres qui sont évalués et ça vous donne la fréquence de l'échantillonnage également. Je vous donne donc un instant finalement pour les regarder rapidement. Alors ici, on vous présente donc l'échantillonnage qui est fait de fréquences accrues, donc de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle. La prochaine diapositive vous présente donc la surveillance annuelle au laboratoire White Shell. Donc, vous voyez là que qu'on échantillonne ou on prélève des échantillons, donc de l'eau consommée par les localités. On fait des prélèvements
du sol qui sont utilisés pour les cultures végétales, par exemple, ou pour la construction. On prélève les échantillons sur la végétation pour détecter la présence de radioactivité possible. On prélève des échantillons de la faune également pour détecter la radioactivité dans leur chair ou dans leurs os également. Alors, notre programme de surveillance des poissons, on fait le prélèvement d'échantillons des poissons qui mangent finalement des plantes qui poussent au fond des eaux. On prélève des échantillons également sur les prédateurs de ces petits poissons une fois par an au mois d'octobre quand les bateaux finalement ne circulent plus. Alors, nous faisons la collecte de poissons de trois lieux, donc un lieu en amont et deux en aval. Et on évalue finalement la radioactivité dans leur chair. Et nous avons également un programme de surveillance sur les cultures végétales. On va au marché agricole ou sinon on demande aux gens finalement de nous donner les légumes et on les évalue pour détecter la présence de radioactivité. Et ensuite, on fait un prélèvement sur la végétation naturelle sur le site et dans les lieux avoisinants. Donc, on surveille la radioactivité dans les fruits rouges, dans les baies, dans le riz sauvage également, qui sont mangés par la collectivité locale. Pour vous donner quelques informations sur notre programme de surveillance de la faune, on surveille finalement surtout les animaux qui sont tués sur la route, qui seraient donc mangés par la collectivité avoisinante. Donc, on prélève des échantillons sur des cerfs et des ours également. Donc, on a besoin d'1 kilogramme de viande pour faire l'analyse pour détecter la radioactivité et ça nous limite donc au type d'animaux que nous pouvons analyser. On essaie de détecter la présence de strontium 90 10 qui se collecte dans les eaux traditionnellement. Donc, on fait l'analyse des os de ces animaux-là. Ici, on voit la dose habituelle à laquelle serait exposée une personne. Alors, on est donc finalement une fraction de la dose permise par la loi d'1 millisievert par an. Pour vous donner donc une idée de la dose qui est signalée publiquement, ici, on voit l'équivalence. On voit plusieurs activités communes qui exposeraient une personne à la radiation. Quand vous voyez, par exemple, un rayon X dentaire, on reçoit moins de notre site que lors d'un rayon X dentaire. Alors, un bon exemple, si on prend un vol d'une extrémité du pays à l'autre, on serait donc exposé à 0,02 millisievert. Donc,
on est exposé à une dose qui est inférieure à cela en provenance de notre site. Alors, la dernière composante de notre programme, le plan de surveillance des eaux souterraines. Alors, le plan de surveillance des eaux souterraines, régit finalement notre lieu de stockage des eaux usées. Il y a 4 lieux, le lagon, le site d'enfouissement, notre site de gestion des déchets, et on a commencé finalement à appliquer le plan de surveillance des eaux souterraines sur le campus principal. Et ça vise finalement la couverture ou de l'enfouissement finalement du réacteur. Ici, on voit le nombre de puits de surveillance et leur emplacement. On voit qu'il y a beaucoup de puits autour de notre site de gestion des déchets, et ça, c'est attribuable finalement à la nature des matériaux qui sont stockés. Ça explique le nombre de puits. La plupart des banqueurs ont leur propre puits pour veiller au maintien de leur intégrité structurelle, et ça nous donne un avertissement précoce, à savoir quand les structures finalement commencent à s'effriter. L'objectif principal, c'est de nous donner un avertissement précoce quand les structures commencent à s'effondrer, et ça nous permet également de réagir. On s'attend à avoir le tritium qui normalement est associé finalement au flux des eaux. Ça, c'est le premier paramètre finalement qui est observé par le plan de surveillance en cas d'effondrement de la structure. Alors, suite à cela, il y a le strontium 99, 90 plutôt, et les isotopes de césium qui sont détectés dans les eaux souterraines. Il y a également des puits de surveillance autour du lagon, du bassin et du site d'enfouissement. Le concept est le même, c'est pour veiller au maintien de l'intégrité structurelle de l'installation, et ça nous permet finalement d'intervenir de façon précoce si on détecte finalement la présence des contaminants dans les eaux souterraines. Alors ici, on vous présente donc les puits de surveillance qui existent déjà autour du site principal 1, 2 et 3 sont en fait les puits finalement en amont, et 3 à 8, ça c'est donc sur les lieux de flux ou de cheminement des eaux souterraines. Alors, ça va nous donner finalement un avertissement précoce à la présence de toute contaminante. Alors, comme pour les autres tableaux qu'on vous a présentés aujourd'hui, ce tableau nous présente les paramètres qui sont surveillés et vous donne une idée finalement de la fréquence de l'échantillonnage 2 fois par an, donc normalement au printemps et à l'automne. Maintenant, je vais céder la parole à Leslie Wilson qui va vous parler de la surveillance de la biodiversité sur les lieux. Merci, Ryan. Alors, toute la surveillance de la biodiversité est donc passive. On ne fait pas de l'étiquetage de la faune, par exemple. Tout est acoustique passif. En haut de la diapositive, on voit donc ce qu'on fait normalement.
On surveille la présence des chauves-souris et des oiseaux. On fait donc finalement un repérage de nids dans tous les oiseaux du site. On essaie de repérer les nids pour identifier les espèces qui construisent leurs nids sur notre site. On fait une vérification des espèces à risque régulièrement et on doit signaler tout animal mort sur la route au service de protection environnementale. Donc, on demande à notre personnel finalement de nous signaler la présence de toute faune. Alors, nous venons de faire finalement donc une analyse finalement de la présence des chauves-souris à l'installation WR1 juste avant le déclassement. Alors, les Autochtones ont participé à ce programme cette année. C'était formidable. Et nous avons également examiner, surveiller la présence des tortues le long de toutes les routes, sur la route principale et sur les routes secondaires également. Ensuite, on a fait une évaluation finalement des chauves-souris et des oiseaux qui construisaient leur nid dans les arbres à proximité à proximité à proximité d'un site d'enfouissement pour les décombres issus des bâtiments. Et nous avons fait l'identification des nids parce qu'on voulait avoir une bonne idée finalement de la nidification dans les bâtiments parce qu'on va éliminer certains édifices et ça va et on voit que certains oiseaux préfèrent établir leur nid dans les structures humaines. Donc, on veut finalement réduire l'impact à ces oiseaux. Donc, j'ai mentionné la participation finalement des Autochtones. Ici, je vous projette le type de participation de la part des Autochtones pendant la saison 2021. Et là, je parle de surveillance de par le site, pas seulement dans le cadre de notre programme de surveillance sur biodiversité, mais également dans le cadre des autres programmes. Donc, des sédiments des rivières, l'échantillonnage des vents, de la végétation, des terres, l'échantillonnage de champignons plutôt, et également la surveillance des eaux souterraines, des tortues et des oiseaux et également des chauves-souris au mois de juin et juillet. On espère bonifier cette participation autochtone à l'avenir et on espère pouvoir assurer une plus grande coopération des citoyens et du gouvernement également. Et une dernière chose avant de passer à la période de questions-réponses. Alors, les gens ont tendance à nous percevoir comme étant finalement une entité de surveillance, mais nous, finalement, nous sommes également une instance d'application de la loi. Nous avons la possibilité d'ordonner finalement l'arrêt, la cessation plutôt des travaux. Alors, c'est un de nos pouvoirs. Donc, on se penche sur le contrôle des sédiments, on impose des restrictions sur les projets. On évalue également les effets possibles sur les oiseaux migratoires. On évalue également la présence d'artefacts archéologiques. Il y a également la question de recyclage et d'élimination. Il y a la question de l'utilisation des produits chimiques, l'exigence en matière de remblai, les déplacements des matériaux finalement extraits.
également le traitement des eaux de ruissellement et les eaux traitées. Mais ça nous amène maintenant à la période des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Leslie, et merci, Ryan, de cette présentation très intéressante sur le programme de protection environnementale au laboratoire Whiteshell. Beaucoup de bonnes informations et je sais que j'ai appris beaucoup de cette présentation. J'espère que les autres participants en ont appris autant et j'espère qu'on aura des questions. Nous avons une question qui a été posée au tout début. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir en arrière un petit peu? Leslie, il y avait une carte qui montrait les frontières. Teresa McClellan a posé une question sur la frontière orientale de votre site. Alors, je vais revenir en arrière, dit Leslie. OK. Alors, Mitch, c'était quoi? C'était donc la partie finalement à l'est de la frontière. Alors, la région finalement avoisinante à l'est du site. Alors, si on regarde vers l'est, alors... c'est peut-être une route. Hein. Je pense que c'est une route. C'est à l'extérieur finalement de nos frontières. C'est peut-être le site d'enfouissement Pinawa. Oui, peut-être. C'est possible finalement que ce soit le cas. Dit Ryan. Il va falloir qu'on vérifie. Très bien. Très bien. C'est bien. Merci. Quelqu'un vient de confirmer finalement que c'est la route qui mène au site d'enfouissement et ensuite on voit le petit carré. Ça, c'est le site d'enfouissement en tant que tel. Merci, Jason. Merci, Jason. Content de vous voir, Jason. Alors, très bien. D'autres questions? Je vois quelques questions finalement, mais on a répondu à ces questions pendant la présentation. L'LNC surveille-t-il finalement les eaux en aval? Oui, 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 on fait l'échantillonnage des eaux du site de traitement des eaux de Pinawa. On le fait également au site de traitement des eaux usées de Lac Bonnet également. Merci. D'accord. Et ensuite, et alors, on a répondu à cette question pendant la présentation. Comment est-ce que vous faites vos évaluations environnementales? Alors, ça dépend finalement de l'échantillon dont on parle normalement. Quand il s'agit de l'eau, on prélève 40 litres de chacun des sites que je viens de mentionner. Alors, on fait évaporer l'eau pour en créer un résidu. Ensuite, le résidu devient donc des cendres et ces cendres sont évaluées pour détecter la présence de la radioactivité et là, ça nous donne les résultats finalement. Nous avons également donc nous faisons également
l'évaluation ou l'échantillonnage d'un 1 litre d'eau finalement du tuyau de déversement. Ça nous donne une idée à savoir si le fonctionnement quotidien a une incidence sur l'environnement et ça nous montre s'il faut finalement agir pour rectifier un procédé finalement qui a une incidence négative sur l'environnement. Alors, si vous avez un échantillon dont vous voulez que je vous parle, alors il me ferait plaisir finalement de vous étoffer ou de vous fournir les informations. Merci, Ryan. Une autre question, et je pense que vous avez fourni la réponse pendant votre présentation. Quels sont les protocoles en place pour faire en sorte qu'on ne dépasse pas la limite d'émissions permise? Finalement, j'ai fourni cette réponse plutôt de façon mensuelle. Nous, nous avons des échantillons d'eau concentrés que nous signalons à l'instance réglementaire. Entre-temps, nous avons également les échantillons hebdomadaires qui sont analysés et qui nous permettent de réagir à une situation avant qu'on atteigne finalement la limite mensuelle, que ce soit par le biais de l'analyse hebdomadaire des émissions atmosphériques. Nous avons également donc les capteurs d'air, les senseurs finalement qui font finalement un échantillonnage au quotidien et ensuite on fait une évaluation sur les échantillons. On fait des échantillons sur les filtres également. Nous avons donc la surveillance mensuelle qui nous permet de signaler les résultats à un niveau très granulaire, mais entre-temps, nous avons la surveillance hebdomadaire qui nous donne une estimation approximative des émissions continues. Merci beaucoup. Merci, Ryan. Très bien. Une autre question de Al. Alors, l'échantillonnage finalement des espèces annuelles est impressionnant. Serait-il finalement utile finalement de prélever des échantillons sur les plantes et les animaux qui vivent plus longtemps? Les tortues ou les arbres, par exemple, oui, ça pourrait être utile plus longtemps, vit l'organisme, plus il y a possibilité de cumulation de radioactivité. Pour ce qui est des tortues, alors, tout d'abord, c'est une espèce en péril. On ne veut pas les capturer, on ne veut pas les tuer non plus, certainement pas. Et pour ce qui est des arbres, les arbres, normalement, ne sont pas consommés par les gens, donc ce n'est pas finalement une source de radioactivité à laquelle les gens sont exposés. C'est pour ça qu'on n'étudie pas les arbres pour l'instant. Merci, Ryan. Et ensuite, une dernière question maintenant. Vous avez parlé des espèces à risque pendant votre présentation. Y a-t-il des espèces à risque qui ont été détectées sur le site, sur les lieux? Leslie, voulez-vous répondre? Oui, eh bien, on sait finalement que la tortue, comme Ryan vient de dire, est une espèce à risque et se trouve sur les lieux. Une autre espèce à risque qui se trouve sur le site est l'hirondelle. Les hirondelles aiment bien et construire leur lit dans les structures humaines, donc il faut faire très attention lors du déclassement des bâtiments. Il faut qu'on fasse en sorte finalement qu'on bloque les bâtiments, qu'on condamne les bâtiments avant la saison de nidification. C'est pour cela que nous avons créé des habitats compensatoires pour
pour les hirondelles. Il y a 2 structures qui ont été construites pour les hirondelles expressément. Alors, ce sont finalement les espèces à risque que nous avons détectées sur notre site, mais nous avons également d'autres espèces d'oiseaux. Nous offrons donc un cours sur les espèces à risque, surtout pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Et nous présentons toutes les espèces qui se trouvent sur les lieux, les tortues, les oiseaux. Nous avons plusieurs chauves-souris à risque également qui se trouvent sur notre site. On veut donc sensibiliser les travailleurs à la faune qui se trouve sur notre site et les mesures qui doivent être prises pour protéger la faune. Dans le manuel, on présente 30 espèces en péril. La plupart des espèces sont des oiseaux. Mais oui, finalement, les 2 espèces les plus communes sont en fait les hirondelles et les tortues. J'espère que ça répond à votre question. Oui, d'accord. Très bien. Très bien. On n'a plus de questions. Alors, il est presque 1 heure. Donc, ça met fin finalement à notre webinaire. Je me remercie Ryan et Leslie d'avoir passé du temps avec nous en ligne et d'avoir participé à ce webinaire très utile. Je me remercie tous les participants. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir appris un peu plus sur le programme de protection environnementale au laboratoire Whiteshell. On apprécie votre participation et vos questions également. Comme j'ai dit, ce webinaire sera affiché sur notre page YouTube dans les 2 langues officielles. D'ici quelques jours, sentez-vous libre finalement de le partager avec d'autres. Si vous avez des questions, si vous avez une demande d'informations complémentaires, après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous ferait plaisir finalement de vous fournir la réponse. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Merci. Merci, Mitch. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Au revoir.